Des brutes ont déchiré le sac à dos d'une fille timide. Elle s'est retournée et leur a cassé le nez d'un seul coup. Delphine. Le maire se faufilait dans les couloirs bondés du lycée Jacques Prévert comme un fantôme. Sa veste à capuche grise trop grande rabattue bas sur son visage et son sac à dos noir usé serré contre sa poitrine. Du haut de son 1,50 m à peine, avec une peau pâle qui semblait marquée au moindre contact, elle avait appris très tôt que l'invisibilité était sa meilleure défense. Ses cheveux châtain clair, fins et raides encadraient son visage et d'épaisses lunettes cerclées sur son nez la faisaient paraître encore plus petite qu'elle ne l'était déjà. 3 mois après la rentrée, elle se sentait toujours comme une étrangère dans cet immense bâtiment de briques qui abritait près de 2000 élèves. Le lycée Jacques Prévert était l'un de ces établissements publics massifs qui semblaient conçus pour engloutir les jeunes. 3 étages de couloirs beige, bordés de casiers cabossés, des néons qui bourdonnaient au-dessus de nos têtes et l'odeur permanente de désinfectants industriels mélangée au désespoir adolescent. Le bâtiment avait été construit dans les années 60 et portait les marques de chaque année qui passait, des carreaux fissurés aux fenêtres qui ne fermaient jamais complètement. C'était le genre d'endroit où l'on pouvait disparaître complètement si on savait naviguer dans les bonnes zones d'ombre, ce que Delphine essayait de faire depuis que sa mère l'avait emmenée ici depuis la Bretagne. La routine matinale était toujours la même. Arriver tôt par l'entrée latérale, se glisser dans le cours de chimie de première heure avant que la bande des populaires n'arrive et essayer de survivre à la journée sans attirer l'attention. Mais l'attention semblait trouver Delphine, qu'elle le veuille ou non, surtout de la part de Kevin Dubois et de sa clique qui s'étaient approprié le couloir principal comme territoire personnel. Kevin était tout ce que Delphine n'était pas, grand et sûr de lui, avec le genre de sourire facile qui faisait que les profs fermaient les yeux sur ses notes médiocres et que les autres élèves gravitaient autour de lui comme des papillons de nuit autour d'une flamme. Ses cheveux blonds parfaitement coiffés coûtaient probablement plus cher à entretenir que toute la garde-robe de Delphine, et ses vêtements de marque chère le désignaient comme quelqu'un qui n'avait jamais manqué de rien. Fils d'un magnate de l'immobilier local, Kevin se comportait avec l'arrogance désinvolte de quelqu'un qui n'avait jamais été confronté à de vraies conséquences. Tom Garnier, son ombre constante, était bâti comme un rugbyman avec des mains de la taille d'assiette. Il jouait dans l'équipe de rugby du lycée et avait le genre de réputation qui faisait que les autres élèves s'écartaient lorsqu'il traversait le couloir. Sa loyauté envers Kevin était absolue et inconditionnelle, le genre de dévotion qui venait du fait d'avoir trouvé quelqu'un qui le faisait se sentir important, malgré ses difficultés scolaires. Chloé Martin complétait leur trinité infernale avec sa langue acérée et son sens de l'humour cruel qui pouvait réduire quelqu'un en miettes avec une précision chirurgicale. Elle était belle, d'une beauté qui ne s'obtenait qu'avec une orthodontie coûteuse et des mèches professionnelles, mais son sourire n'atteignait jamais ses yeux. Fille d'un juge local influent, elle avait appris très tôt que le pouvoir social était la monnaie la plus précieuse au lycée Jacques Prévert et elle l'utilisait comme une arme. « Tiens, qu'est-ce qu'on a là ?» La voix de Kevin coupa le brouhaha matinal alors que Delphine essayait de passer devant leur endroit habituel, près de l'escalier principal. La petite souris est particulièrement miteuse aujourd'hui. Delphine garda les yeux baissés, accélérant le pas, alors que son cœur commençait son schéma de course familier. Le couloir principal était toujours la partie la plus dangereuse de sa journée. Trop d'élèves, trop d'attention, trop d'occasions d'humiliation. « Je te parle, la bizarre », continua Kevin, sa voix portant ce ton particulier d'amusement suffisant qui retournait l'estomac de Delphine. « Tes parents ne t'ont pas appris que c'est impoli de ne pas répondre quand quelqu'un est amical ?» Tom se décala pour bloquer son chemin, son imposante stature projetant une ombre qui semblait l'engloutir complètement. Le couloir sembla se rétrécir autour d'elle alors que les autres élèves faisaient semblant de ne rien remarquer ou se tournaient activement pour regarder le spectacle. Certains sortirent leur téléphone, anticipant déjà quelque chose qui valait la peine d'être enregistré. « Laissez-moi tranquille »,
marmonna Delphine, essayant de contourner la masse de Tom, mais Chloé se déplaça pour couper sa route de fuite. « Oh, elle parle !» Chloé rit, sa voix suffisamment aiguë pour attirer encore plus d'attention. « Je commençais à croire que tu étais muette. Mais honnêtement, avec une voix comme ça, tu devrais peut-être l'être. » La petite foule qui s'était rassemblée rit en chœur, se nourrissant de l'énergie cruelle que Kevin et ses amis généraient. Delphine sentit la chaleur lui monter aux joues alors qu'elle serrait son sac à dos plus fort, sentant le poids familier de ses manuels scolaires et de la seule chose qui comptait vraiment pour elle, une photo usée de son père en tenue de pompier, prise juste avant qu'il ne parte en intervention. Personne, à Jacques Prévert, ne savait que son père était pompier, ni les heures que Delphine avait passées dans des casernes miteuses à travers la France à apprendre tout ce qu'il avait essayé de lui enseigner avant qu'un accident ne l'emporte quand elle avait 14 ans. Il ne connaissait pas la colère qui brûlait dans sa poitrine chaque fois que quelqu'un la bousculait, ni la voix dans sa tête qui ressemblait à celle de son père, lui rappelant que parfois, la seule façon d'arrêter une brute était de frapper plus fort qu'elle ne vous frappait. Son père avait été un champion de boxe avant de devenir pompier, et il s'était assuré que sa fille sache comment se protéger. Mais l'autre voix de son père était plus forte, celle qui lui disait que la violence devait toujours être le dernier recours, que s'éloigner demandait plus de force que de se battre. Il avait trop vu de violence dans son service pour jamais la glorifier, et il avait enseigné à Delphine que la vraie force venait du fait de choisir ses combats avec sagesse. Alors elle avala sa fierté et les dépassa, ignorant la remarque de Kevin sur ses fringues de friperie et les ricanements qui la suivirent dans le couloir. Le schéma se poursuivit pendant des semaines, chaque incident étant soigneusement calibré pour rester juste en dessous du radar de l'intervention administrative. Il la trouvait à la cantine pendant le déjeuner, faisant accidentellement tomber sa table et en voyant l'argent de son déjeuner soigneusement économisé se répandre sur le sol collant. Il la bousculait dans les couloirs, faisant voler ses livres, tout en offrant des excuses exagérées qui ne trompèrent personne, mais qui satisfaisaient d'une manière ou d'une autre les professeurs qui en étaient témoins. Il faisait des commentaires bruyants sur son apparence chaque fois qu'elle passait, toujours juste assez bas pour que les adultes à proximité puissent prétendre ne pas avoir entendu. Chaque incident était suffisamment petit pour paraître insignifiant en soi, mais ensemble, ils créaient une atmosphère constante de terreur qui contractait l'estomac de Delphine chaque fois qu'elle franchissait les portes de l'école. Elle commença à prendre des itinéraires plus longs pour éviter leur lieu de prédilection habituel, à déjeuner dans des salles de classe vides au lieu de la cantine, et à chronométrer ses pauses toilettes pour minimiser les rencontres. C'était épuisant. Cet état constant d'hypervigilance, mais c'était mieux que l'alternative. Le seul rayon de soleil dans son cauchemar quotidien était Léa Moreau, une élève discrète de son cours de français qui avait commencé à s'asseoir avec elle au déjeuner après avoir été témoin de l'un des renversements de plateau accidentels de Kevin. Léa avait des yeux marrons chaleureux derrière des lunettes à monture métallique et un sourire doux qui semblait réellement voir Delphine plutôt que de la traverser. Il y avait quelque chose dans la présence de Léa qui rendait les pires journées supportables, une gentillesse qui ne venait pas avec des conditions. Quand Léa lisait de la poésie à voix haute dans le cours de français de Madame Dubois, Delphine se surprenait à être suspendue à chaque mot, hypnotisée par la façon dont la voix de Léa pouvait donner vie même aux passages les plus ennuyeux de Shakespeare. Et quand leurs mains se frôlaient accidentellement en rendant les papiers, elle sentait un frisson dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec la peur et tout à voir avec l'espoir. « Tu n'es pas obligé de les laisser te traiter comme ça ?» dit Léa un après-midi, alors qu'elles étaient assises ensemble à la bibliothèque, cachées en sécurité parmi les piles de livres poussiéreux où Kevin et ses amis ne s'aventuraient jamais. La bibliothèque était le sanctuaire de Delphine, un endroit où Madame Lambert, la bibliothécaire âgée, maintenait un silence strict et n'avait aucune patience pour les jeux sociaux. « C'est plus facile comme ça »,
répondit Delphine, sans lever les yeux de ses devoirs de chimie. Si je les ignore, ils finiront par s'ennuyer et passer à quelqu'un d'autre. Mais si ce n'est pas le cas, la voix de Léa était douce mais insistante. Et s'ils ne font qu'empirer les choses? Delphine ne répondit pas, mais une partie d'elle se posait la même question. Les incidents s'intensifiaient en fréquence et en cruauté. La semaine dernière, Tom avait accidentellement claqué la porte de son casier sur ses doigts, les laissant meurtris pendant des jours. Hier, Chloé avait lancé une rumeur selon laquelle Delphine ne se douchait pas, ce qui avait entraîné des quintes de toux exagérées chaque fois qu'elle passait. Et à travers tout cela, les professeurs ne remarquaient rien ou choisissaient activement de détourner le regard, peu disposés à défier les élèves dont les parents faisaient des dons généreux au programme sportif de l'école. Le point de rupture survint un mardi matin à la fin du mois d'octobre, lorsque l'air d'automne était devenu vif et que les arbres bordant le parking de l'école flamboyaient de feuilles oranges et or. Elle était en retard après être restée debout trop tard à travailler sur un devoir d'histoire de 20 pages sur la Première Guerre mondiale et les couloirs étaient déjà bondés quand elle arriva. Elle se dépêchait vers son casier quand elle aperçut Kevin, Tom et Chloé regroupés près des fontaines à eau comme des conspirateurs planifiant un coup d'État. Leurs têtes étaient penchées en conversation chuchotée, et quelque chose dans leur posture déclencha des signaux d'alarme dans sa tête. Il y avait une énergie d'attente dans leur attitude, le genre d'excitation prédatrice qui signifiait que quelqu'un allait passer une très mauvaise journée. « Oh, regardez, c'est notre petit cas social préféré », lança Kevin alors qu'elle approchait, sa voix portant ce ton familier d'amusement cruel. « Salut Delphine, on parlait justement de toi. » Elle essaya de marcher plus vite, mais ses baskets usées grinçaient contre le sol poli, attirant encore plus l'attention. Un cercle se formait autour d'eux, les autres élèves sentant le drame avec l'instinct prédateur des requins sentant le sang. Les téléphones étaient déjà sortis, les caméras prêtes à capturer toute humiliation qui allait se dérouler. On se demandait, intervint Chloé, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. Comment quelqu'un peut se permettre d'aller à Jacques Prévert, mais ne peut pas se permettre des vêtements qui lui vont réellement? Je veux dire, cette veste à capuche est pratiquement en train de se déchirer aux coutures. Tu espères le look clochard chic ou c'est juste à quoi ressemble la pauvreté? Peut-être que sa mère fait ses courses à Emmaüs, ajouta Tom avec un rire qui ressemblait à du gravier dans un mixeur. Même eux ont des normes. Je parie qu'ils rejetteraient la moitié des trucs dans son placard. Les mains de Delphine tremblaient maintenant, mais elle se força à continuer à marcher, se concentrant sur le motif usé des carreaux sous ses pieds. Il suffit d'arriver au casier, prendre les livres, aller en cours, ne leur donnez pas la réaction qu'ils veulent. Mais alors qu'elle passait devant leur groupe, essayant de se faire aussi petite que possible, elle sentit une forte traction sur son sac à dos. La vieille fermeture éclair, déjà usée par des années d'utilisation, céda avec un bruit de déchirure sec qui résonna dans le couloir comme un coup de feu. Le contenu explosa sur le sol poli dans une cascade d'humiliation, des manuels scolaires avec des couvertures soigneusement emballées, des stylos maintenus ensemble avec du ruban adhésif, des feuilles volantes couvertes de son écriture soignée, et le pire de tout, la précieuse photo de son père qu'elle gardait rangée dans la poche avant comme un talisman contre le pire que le monde pouvait lui lancer. La photo atterrit face vers le haut sur le sol sale, et la botte de marque de Chloé, qui valait probablement plus que tout ce que Delphine possédait, vint s'écraser dessus avant que Delphine ne puisse réagir. Le bruit du cadre en verre qui se brisait fut comme un coup physique, et elle sentit quelque chose se briser à l'intérieur de sa poitrine qui n'avait rien à voir avec la photo endommagée. « Oups !» dit Chloé, ne se souciant pas de cacher son sourire alors qu'elle enfonçait son talon dans le verre pour de bon. Comme c'est maladroit de ma part. Mais je suppose que quand on n'a pas les moyens de s'offrir du matériel approprié, les accidents sont voués à arriver. Le couloir était devenu complètement silencieux, à l'exception du bruit de la botte de Chloé sur le verre brisé et du bip électronique des caméras de téléphone enregistrant chaque moment de la dégradation de Delphine. Elle s'agenouilla lentement,
ses mains tremblant alors qu'elle essayait de ramasser les morceaux de la photo de son père, le seul souvenir physique qui lui restait de l'homme qui lui avait tout appris sur la force et le courage. Quelque chose à l'intérieur de Delphine se brisa à ce moment-là. Pas se cassa, mais se mit en place comme une pièce de puzzle, trouvant enfin sa position appropriée. Le contrôle minutieux qu'elle avait maintenu pendant des mois, la voix de son père lui disant de s'éloigner, la peur qu'il avait gardée petite et invisible, tout cela s'effondra en un instant comme un barrage cédant sous la pression. Elle leva les yeux de la photo ruinée pour voir le visage narquois de Kevin. Et pour la première fois depuis son arrivée à Jacques Prévert, elle le laissa voir le feu qui brûlait derrière ses yeux depuis le début. C'était le même feu qui avait poussé son père à travers 2 interventions. La même détermination qu'il avait portée à travers les traitements contre le cancer, la même force qui avait permis à Delphine de surmonter tout ce que la vie lui avait lancé. « Vous allez payer pour ça !» dit-elle, sa voix stable et froide d'une manière qui fit reculer inconsciemment plusieurs élèves. Il y avait quelque chose dans son ton qui coupa le brouhaha matinal comme une lame, une promesse de conséquences qui fit vaciller même le sourire suffisant de Tom. L'expression de Kevin vacilla un instant avant de revenir à son masque habituel d'amusement arrogant. « Ah bon? Et qu'est-ce que tu vas faire exactement, la souris? Pleurer sur nous? Courir chez le proviseur comme un bébé ?» Delphine se releva lentement, laissant ses affaires éparpillées sur le sol. Le cercle d'élèves s'était agrandi, attiré par la tension électrique dans l'air, et elle pouvait voir des téléphones levés pour enregistrer ce que tout le monde supposait être son humiliation finale. Au fond de la foule, elle aperçut le visage inquiet de Léa, et quelque chose dans ce regard d'inquiétude sincère rendit sa décision finale. « Je vais vous apprendre ce qui arrive quand on s'en prend à la mauvaise personne, » dit-elle doucement, sa voix portant clairement dans le silence soudain. Les mots semblèrent résonner bien qu'ils soient à peine plus qu'un murmure, et elle pouvait voir la confusion vaciller sur les visages des élèves qui ne l'avaient connue que comme la fille discrète qui subissait les abus sans riposter. Kevin regarda autour de lui ses amis et la foule, appréciant clairement l'attention. « Ça promet d'être bon, » dit-il, faisant craquer ses doigts de manière théâtrale. « Allez, montre-nous ce que tu as dans le ventre, mais fais vite, certains d'entre nous ont des choses vraiment importantes à faire aujourd'hui. » Ce qui se passa ensuite serait raconté au lycée Jacques Prévert pendant des années, transmis à travers les promotions comme une légende. Delphine bougea avec une grâce fluide qui semblait impossible pour quelqu'un qui avait passé des mois à paraître maladroite et gauche. Son corps enfin autorisé à exprimer les années d'entraînement qui avaient été cachées sous des vêtements trop grands. Son premier coup de poing attrapa Kevin en plein sur le nez avec un craquement humide qui envoya du sang gicler sur le pull blanc immaculé de Chloé et sur les visages des élèves à proximité. Le coup était parfaitement placé, délivré avec le genre de précision qui ne venait que d'innombrables heures de pratique, et la tête de Kevin se projeta en arrière si violemment que plusieurs personnes dans la foule haltèrent à voix haute. Avant qu'il ne puisse même enregistrer ce qui s'était passé, avant que son cerveau ne puisse comprendre que la petite Delphine Lemaire venait de lui casser le nez d'un seul coup de poing, son coude s'enfonçait dans le plexus solaire de Tom avec la force d'un marteau de forgeron. Le grand joueur de rugby se plia en deux comme un ballon dégonflé, tout l'air s'échappant de ses poumons alors qu'il s'écrasait contre la fontaine à eau assez fort pour fissurer la porcelaine. Chloé ouvrit la bouche pour crier, probablement pour appeler à l'aide, ou peut-être juste par choc. Mais le revers de la main de Delphine sur sa joue la fit trébucher en arrière, dans un groupe de spectateurs stupéfaits qui se dispersèrent comme des quilles de bowling. La gifle n'était pas destinée à causer de graves dommages, juste assez pour rappeler à Chloé que les actions avaient des conséquences. L'échange entier dura moins de 10 secondes, une masterclass de violence contrôlée qui laissa les 3 brutes au sol pendant que Delphine se tenait au-dessus d'eux, respirant fort, mais complètement en contrôle. L'entraînement de son père avait pris le dessus, la mémoire musculaire la guidant à travers des combinaisons qu'elle avait pratiquées 10 000 fois, mais c'était sa propre boussole morale qui l'empêchait d'aller trop loin.
La prochaine fois que vous voudrez vous en prendre à quelqu'un, dit-elle, assez fort pour que tout le monde dans le couloir puisse entendre et enregistrer. Rappelez-vous que vous ne savez jamais à qui vous vous en prenez. Vous ne savez jamais ce que quelqu'un a traversé, ce qu'il a perdu ou ce dont il est capable quand vous le poussez trop loin. Kevin tenait son nez cassé à deux mains, le sang coulant entre ses doigts et dégoulinant sur sa chemise chère. Ses yeux étaient grands ouverts de choc et de quelque chose qui aurait pu être de la peur, la première émotion réelle qu'elle avait jamais vue chez lui qui n'était pas de l'amusement cruel ou du mépris arrogant. Tom avait toujours du mal à respirer, son visage devenant violet alors qu'il serrait son estomac, tandis que Chloé était assise sur le sol en pleurant des larmes de mascara noir et en tenant sa joue rougissante. La foule était morte de silence, les téléphones enregistrant toujours, mais personne ne croyant tout à fait ce dont ils venaient d'être témoins. Cela n'était pas censé se produire dans leur hiérarchie sociale soigneusement ordonnée. Les victimes restaient des victimes, les brutes restaient au pouvoir et l'ordre naturel restait intact. Mais Delphine venait de briser cette illusion avec 3 frappes parfaitement placées. Elle s'agenouilla prudemment et ramassa les morceaux de la photo de son père, ses mains douces malgré ce qu'elle venait de faire. Le verre était fissuré en forme de toile d'araignée, mais l'image en dessous était toujours intacte. Un jeune pompier en gants de boxe, souriant à la caméra avec la même expression déterminée que sa fille avait portée quelques instants auparavant. « J'aurais pu faire pire », dit-elle, regardant directement Kevin alors qu'il essayait d'arrêter le flux de sang. « J'aurais pu continuer jusqu'à ce que vous ne puissiez plus vous relever, mais je ne suis pas comme vous. Je ne blesse pas les gens juste parce que je peux. Je ne prends pas plaisir à faire souffrir les autres. Il s'agissait de vous arrêter, pas de vous détruire. » Elle ramassa ses affaires éparpillées et les fourra dans son sac à dos déchiré, puis traversa la foule, qui s'était écartée en direction de son casier comme si rien d'inhabituel ne s'était produit. Derrière elle, elle pouvait entendre Kevin essayer d'expliquer à ses amis ce qui venait de se passer, sa voix pâteuse de sang et de confusion. Le reste de la journée se déroula dans un flou surréaliste de conversations chuchotées et de regards en coin. Les professeurs qui avaient ignoré des mois de harcèlement systématique semblèrent soudainement très intéressés à vérifier le bien-être de Delphine, lui demandant si elle avait besoin de parler à un conseiller. Les élèves qui ne lui avaient jamais parlé auparavant trouvèrent des excuses pour passer devant son bureau, certains offrant de douces paroles de soutien, tandis que d'autres se contentaient de la regarder comme si elle était une sorte de spécimen fascinant. Et à travers tout cela, elle conserva le même comportement calme qu'elle avait toujours eu, répondant poliment aux questions quand on lui en posait, mais ne donnant pas d'informations sur ce qui s'était passé ou pourquoi. C'était comme si le combat avait été une brève éruption de quelqu'un qui était par ailleurs parfaitement calme et contrôlé. C'est Léa qui finit par percer sa carapace, la trouvant après l'école, assise seule sur les gradins métalliques, surplombant le terrain de football où l'équipe universitaire effectuait des exercices d'entraînement. Le soleil de l'après-midi commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur le gazon synthétique. « C'était incroyable », dit Léa, s'installant à côté d'elle sur le banc métallique froid. « Je n'avais aucune idée que tu pouvais faire ça. Je veux dire, je savais qu'il y avait plus en toi que les gens ne le réalisaient, mais c'était comme regarder quelqu'un se transformer en une personne complètement différente. »« Mon père m'a appris, » répondit Delphine, tenant la photo fissurée avec une déférence prudente. Le verre était brisé, mais l'image était toujours intacte. Un jeune pompier en gants de boxe, souriant à la caméra, avec la même expression déterminée que sa fille avait portée ce matin. « Il a l'air d'être fier de toi, » dit doucement Léa, étudiant l'image de l'homme qui avait façonné une grande partie du caractère de Delphine. « Il m'a toujours dit que la force ne dépend pas de la force avec laquelle on peut frapper, » dit Delphine, sa voix pâteuse d'émotion qu'elle avait retenue toute la journée. « Il s'agit de savoir quand frapper et quand s'éloigner. Je m'éloigne depuis des mois, les laissant grignoter tout ce que je suis. Mais aujourd'hui,
Elle s'interrompit, regardant le terrain vide. Aujourd'hui, ils ont franchi une ligne, termina Léa, la compréhension inondant sa voix. Et tu leur as montré exactement ce qui arrive quand quelqu'un finit par se défendre. Mais tu n'es pas devenu comme eux. Tu t'es arrêté quand tu aurais pu continuer. La nouvelle de la confrontation se répandit comme une traînée de poudre dans tout Jacques Prévert, grandissant et changeant à chaque récit jusqu'à ce que l'histoire ait pris des proportions presque mythiques. Le lendemain matin, tout le monde savait que la petite Delphine Lemaire avait à elle seule mis hors d'état de nuire les brutes les plus notoires de l'école en moins de temps qu'il n'en fallait pour réciter la Marseillaise. Certaines histoires étaient grossièrement exagérées. Le vendredi, des rumeurs affirmaient qu'elle les avait tous les trois mis à l'hôpital et qu'elle était en fait une experte en arts martiaux infiltrée. Mais la vérité fondamentale restait inchangée. La souris s'était révélée être un lion, et le lycée Jacques Prévert ne serait plus jamais tout à fait le même. Kevin, Tom et Chloé revinrent à l'école la semaine suivante, mais c'étaient des personnes fondamentalement différentes. Le nez de Kevin était bandé et légèrement tordu, un rappel permanent de ce qui s'était passé qui affecterait son apparence pour le reste de sa vie. Il ne tenait plus court près de l'escalier principal, ne commandait plus l'attention immédiate de chaque pièce dans laquelle ils entraient. Quand ils croisaient Delphine dans les couloirs, ils regardaient droit devant eux, ou trouvaient un intérêt soudain pour leur téléphone, peu disposés à croiser son regard. Plus important encore, d'autres élèves dans toute l'école remarquèrent le changement. Les enfants qui avaient été eux-mêmes des cibles commencèrent à se tenir un peu plus droit, à parler un peu plus fort, à refuser d'accepter un traitement qu'ils avaient précédemment enduré en silence. Le code informel du silence qui avait protégé les brutes pendant des années commença à se fissurer, alors que les professeurs se retrouvaient face à des élèves qui n'avaient plus peur de parler. L'écosystème social de Jacques Prévert, construit sur la peur et l'intimidation et la domination incontestée de ceux qui avaient le plus de capital social, commença à évoluer vers quelque chose qui ressemblait à un véritable respect et à une décence humaine fondamentale. Ce n'était pas une transformation complète, le changement institutionnel ne se produit jamais du jour au lendemain, mais c'était un début, une fissure dans la fondation qui finirait par faire tomber toute la structure pourrie. 3 semaines après l'incident, Delphine fut surprise de trouver Kevin, qui l'attendait près de son casier après l'école, son sac à dos jeté sur une épaule et ses mains enfoncées dans ses poches. Son nez avait guéri tordu, créant un rappel permanent de leur rencontre, et il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Pas tout à fait de l'humilité, mais certainement pas la suffisance arrogante dont elle se souvenait. « Je voulais dire quelque chose », commença-t-il maladroitement, regardant autour de lui pour s'assurer que personne ne regardait. « À propos de ce qui s'est passé, à propos de tout ça. » Delphine ferma son casier et se tourna pour lui faire face, son sac à dos, maintenant correctement réparé avec du ruban adhésif et de la détermination, jeté sur une épaule. Elle attendit patiemment qu'il trouve les mots qu'il avait du mal à former. « J'avais tort », dit-il finalement, les mots semblant se frayer un chemin hors de sa bouche. « Nous avions tort. La façon dont nous t'avons traité, les choses que nous avons dites et faites, ce n'était pas bien. Je ne sais même pas pourquoi nous avons fait ça, si ce n'est que ça nous faisait nous sentir importants d'une manière ou d'une autre. Puissants. Et maintenant, demanda Delphine, sa voix neutre mais pas méchante. Maintenant, je sais ce que ça fait d'être de l'autre côté, admit-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. Les gens me regardent différemment maintenant. Ils chuchotent quand je passe. Certains d'entre eux semblent en fait avoir peur de moi, mais pas de la façon dont ils l'étaient avant. Et je réalise que c'est ce que nous vous avons fait tous les jours, pendant des mois. Delphine étudia attentivement son visage, à la recherche de signes de tromperie ou de manipulation, mais tout ce qu'elle vit, c'était un jeune homme qui avait appris une dure leçon sur les conséquences et les effets d'entraînement de la cruauté. Il y avait un remords sincère dans son expression, le genre qui ne venait que du fait de subir de vraies conséquences pour la première fois. Ce que vous avez fait n'était pas seulement mal,
dit-elle finalement, sa voix portant le poids de mois de douleur accumulée. C'était cruel. Vous avez pris quelqu'un qui était déjà en difficulté, qui faisait déjà face à la perte et à l'isolement, et vous avez rendu sa vie pire parce que ça vous divertissait. Cette photo sur laquelle vous avez marché, c'était mon père. Il est mort en service et cette photo était tout ce qu'il me restait de lui. Le visage de Kevin devint pâle et elle put voir tout le poids de ses actions le frapper enfin. Je ne savais pas. Vous ne vouliez pas savoir, interrompit fermement Delphine. Aucun d'entre vous ne se souciait de qui j'étais ou de ce que je pouvais traverser. Vous avez juste vu quelqu'un que vous pensiez faible et avez décidé de le rendre plus faible. Vous avez transformé ma douleur en votre divertissement. Ils restèrent silencieux pendant un moment. Le couloir vide, résonnant autour d'eux, avec les fantômes de toutes les rencontres qui avaient mené à ce moment de règlement de compte. « Je ne peux pas revenir en arrière sur ce que nous avons fait, » dit finalement Kevin, sa voix lourde de regret. « Mais je voulais que tu saches que je suis désolé, vraiment, sincèrement désolé, et ça ne se reproduira plus, ni à toi, ni à personne d'autre. » « Veille à ce que ce ne soit pas le cas, » répondit Delphine, jetant son sac à dos réparé sur son épaule. « Ni à moi, ni à personne d'autre, parce que maintenant tu ne sais jamais vraiment à qui tu t'en prends. Tout le monde a une histoire, tout le monde a des pertes, et tout le monde a un point de rupture. » Alors qu'elle s'éloignait dans le couloir vide, Delphine ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis son arrivée à Jacques Prévert, une paix véritable, non pas parce qu'elle avait gagné un combat, mais parce qu'elle s'était prouvé qu'elle pouvait faire face à n'importe quoi et rester fidèle à ce qu'elle était au fond d'elle. Elle n'était pas devenue une brute en retour, n'avait pas laissé la colère la transformer en la chose qu'elle détestait le plus. Elle avait simplement montré qu'une force tranquille, correctement canalisée, pouvait être plus puissante qu'une intimidation bruyante. Léa l'attendait près de l'entrée principale de l'école, son sac à dos jeté sur une épaule et un sourire sincère illuminant son visage, comme le soleil perçant à travers les nuages d'orage. « Prête à partir d'ici ?» demanda Léa, se mettant à ses côtés alors qu'elle marchait vers le parking où sa mère l'attendait. « Plus que prête », répondit Delphine, et pour la première fois depuis des mois, elle sentit qu'elle appartenait vraiment à un endroit. Non pas parce qu'elle s'était faite assez petite pour être ignorée, mais parce qu'elle avait prouvé qu'elle était assez forte pour se tenir debout quand c'était le plus important. Alors qu'elles sortaient ensemble dans le soleil de l'après-midi, Delphine pensa à la photo de son père, maintenant soigneusement recollée et rangée en sécurité dans son sac à dos réparé. Les fissures dans le verre captaient la lumière comme une toile d'araignée, mais l'image en dessous restait claire et forte, tout comme sa détermination à ne plus jamais laisser personne la faire se sentir petite ou impuissante. Le lycée Jacques Prévert avait appris une leçon importante ce jour-là. La personne la plus silencieuse de la pièce pourrait bien être la plus dangereuse, et la vraie force ne consiste pas à s'en prendre à ceux qui sont plus faibles que vous, il s'agit de les protéger de ceux qui voudraient leur faire du mal. Et parfois, juste parfois, lorsque toutes les autres options ont été épuisées et que la ligne a été franchie une fois de trop, la souris révèle qu'elle était en fait un lion qui choisissait simplement de ne pas rugir, jusqu'à ce que quelqu'un lui en donne une très bonne raison.